production Sideways. Bonjour tout le monde, aujourd'hui au podcast, je reçois Henrik Laflamme de Laflamme Aéro. Laflamme est client chez Sideways depuis maintenant 3 ans. En 2021, on les avait filmés au niveau de leur drone pour un appel d'offres. Ils voulaient présenter au niveau technique ce que leur drone était capable de faire au niveau du payload et tout ça. Depuis presque 2 ans, on a la chance de filmer le LX300 en plein vol à plusieurs reprises. L'an dernier, presque jour pour jour, j'ai eu la chance de monter à Alma voir l'équipe de Laflamme Aéro pour filmer le LX300 en plein vol du haut des airs. J'étais attaché sur un harnais, la porte ouverte d'un hélicoptère, côte à côte, à environ 6000 pieds dans les airs. C'était vraiment une expérience que je vais me rappeler toute ma vie. C'est vraiment une entreprise qui a un produit innovant. Puis j'ai pu le voir vraiment concrètement là, dans son utilisation. Henrik a vraiment un beau parcours, du partage de connaissances de leur père, jusqu'à la manufacture d'un hélicoptère sans pilote. Bon épisode tout le monde! Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Henrik Laflamme de Laflamme Aéro. Salut Henrik, ça va-tu bien? Bonjour Jason, oui ça va bien, un peu stressé, mais parce que c'est pas quelque chose qu'on fait souvent en tant que président d'entreprise, mais bien content d'être ici, puis merci de l'invitation. C'est de prendre le temps aussi d'essayer de nouvelles choses. Là, je t'ai invité, je voyais que tu voulais un peu moins, mais je pense que tu vas aimer ton expérience, puis on va apprendre plus à connaître le Henrik en tant qu'entrepreneur dans ce bel épisode-là. Parfait. Henrik, parle-moi donc un peu de Laflamme Aéro. C'est quoi en 2024? Ça va faire une belle description pour les gens qui nous écoutent. Puis après ça, on va revenir un peu en arrière dans tes débuts. Oui, Laflamme Aéro, on est une entreprise manufacturière à Saint-Joseph-de-Caulraine et nous, on met en marché un hélicoptère sans pilote qu'on appelle de classe 2, là, mais qui, pour résumer, puis... pas trop aller dans le détail. Ouais, pas trop aller dans le détail. C'est un appareil qui est en dessous de 600 kg au décollage. Fait que c'est quand même gros. On peut faire des missions similaires à des hélicoptères conventionnels, mais notre appareil est autonome. En fait, il n'y a pas personne à l'intérieur. C'est des systèmes qui sont complètement automatisés, qui contrôlent l'appareil. Puis on vend ces systèmes-là, surtout pour le secteur de la sécurité, de la défense, puis des domaines parapublics où est-ce que on répond à des besoins qui sont pas nécessaires, des besoins qui sont comblés actuellement, puis des besoins qui sont pas encore comblés actuellement, qu'on arrive avec des nouvelles solutions. Fait qu'on est vraiment manufacturier d'hélicoptères sans pilote. OK, puis je veux pas, c'est pour régler pas des problèmes, mais c'est beaucoup pour le futur, là. Sans pilote, tu mets une vie de moins en danger sûrement, fait que ça te permet d'aller dans des environnements un peu plus atypique. Oui, effectivement, on va peut-être en parler plus en détail, mais on dit souvent le triple D, le dirt, dangerous, dirty, dangerous and dull comme applications qui sont dangereuses ou qui sont répétitives pour le pilote, qui peuvent causer des enjeux de sécurité. C'est là que, entre autres, les appareils sans pilote sont très efficaces parce qu'il n'y a pas personne à l'intérieur. Fait qu'effectivement, on ne risque pas la vie d'un être humain. Mais aussi, on est capable de faire beaucoup d'applications, étant donné que l'appareil est contrôlé par GPS puis est très précis. On est capable de faire des opérations beaucoup plus précises qu'un appareil traditionnel, ce qui nous ouvre aussi à nos clients beaucoup plus d'opportunités en termes de missions qu'ils peuvent effectuer avec l'appareil. Là. OK. Puis ça, c'est Laflamme Aéro aujourd'hui. Oui. C'était sûrement pas ça il y a plusieurs années. Ça a évolué. C'était de la recherche. Là, maintenant, tu dis une entreprise manufacturière. Oui. C'est vraiment cool. Mais peux-tu me parler un peu de ton début en tant que de ton parcours académique pour nous mener jusque-là? Oui, absolument. Puis je dirais que même avant le parcours académique, ça vient d'une histoire familiale où est-ce que notre père, Régent, qui est un innovateur puis un passionné de l'aéronautique, il a décidé dans les années 80 de construire son propre hélicoptère. Donc, on a grandi, nous... Conçu son hélicoptère. Oui, complètement. Il avait remonté d'autres appareils dans les années 70, qu'on appelle des gyrocoptères, des appareils un peu similaires. Il a toujours été un passionné de l'aéronautique, puis un passionné aussi justement de la mécanique de ces appareils-là pour reconstruire les appareils et en venir à développer son propre appareil dans les années 80-90. Puis il faisait tout ça
à temps perdu ou son but c'était de... Ben, c'était à temps perdu, mais une grande partie de son temps perdu. Là, il y avait une entreprise qui faisait de l'usinage puis de la robotisation en parallèle avec ça, mais il mettait une grande partie de son temps au développement de cet appareil-là aussi en parallèle. Donc, il y avait vraiment 2 volets à son entreprise. Puis nous, on a grandi dans cet environnement-là. En fait, c'était le garage familial. Lui, son entreprise était dans le garage familial en arrière de chez nous. Okay. Donc, les soirs, les fins de semaine, des fois, on aidait à démouler des pales en matériaux composites ou on faisait de l'usinage avec lui. Donc, pour nous, c'était normal. C'était dans ça qu'on grandissait. Là. Fait que vous avez baigné là-dedans. Fait que, de là un peu... Avant même ton parcours académique, tu l'as vécu avec ton père. Ouais. Ben c'est ça. Ça a certainement joué un rôle là, dans l'enlignement de notre parcours académique à mon frère et à moi. Là, on est allés les deux en génie mécanique au cégep à Thetford. On avait aussi un intérêt envers la mécanique, mais je pense que cette expérience-là nous a un petit peu dirigés vers là aussi, là, parce qu'on était vraiment... On a grandi dans le génie mécanique, là, aéronautique et tout ça. Ensuite, on est allé à l'université faire notre baccalauréat en génie mécanique. Et puis, après ça, on est revenu en région pour... Fait que vous étiez parti, puis là, vous êtes revenu pour... On était revenu essentiellement pour aider au projet de notre père à compléter son projet d'hélicoptère. Puis après ça, il y a eu un peu des revirements de situation, mais on est resté dans la région là, après ça aussi. Mais c'est un peu le projet, ce projet-là initial qui a un peu guidé notre parcours académique et nous a fait revenir en région aussi. Là, OK. Puis, tu sais, d'avoir fait mes recherches, j'ai vu Génie Conseil à des places. Oui. Ça, dans le fond, c'est-tu une première entreprise pour toi que t'as starté avec ton frère ou c'était vraiment le début de l'entreprise familiale? C'était vraiment la première entreprise que j'avais effectivement avec mon frère là, en 2004 qu'on a créé ça, cette entreprise-là, qui s'appelait La Flamme Ingénierie, qu'on a cessé les opérations il y a juste quelques années pour se concentrer sur notre projet d'hélicoptère sans pilote qu'on a actuellement. Mais essentiellement, la raison de cette entreprise-là, c'est qu'on avait remis en question tous les investissements à faire dans le projet de notre père pour le mettre en marché. Il y avait beaucoup d'enjeux de sécurité et avec un risque monétaire qui était important, avec des retombées qui n'étaient pas évidentes, parce que notre père, lui, visait de vendre un appareil dans le domaine des constructions amateurs, puis pour résumer ce que c'est peu connu de la population en général, mais les passionnés de l'aviation connaissent bien le domaine. Tu peux acheter un kit de pièces et le monter toi-même pour en faire un avion. Les avions, c'est très populaire. Là. Dans les hélicoptères, il y en a beaucoup moins. Il y en a quand même quelques compagnies qui offrent ce produit-là. Et la personne qui reçoit son kit de pièces, qui le remonte, est considéré comme le constructeur de l'appareil. C'est un peu un contournement à la réglementation où est-ce qu'un avion certifié, ça doit être reconnu par, soit ici au Canada, c'est Transport Canada, aux États-Unis, c'est la FAA. Les appareils de construction amateur, ils sont pas inclus dans cette réglementation-là, mais par contre, tu n'as pas le droit d'embarquer plus que quelques personnes. Il y a beaucoup de limitations. Tu n'as pas le droit d'opérer commercialement avec ce type d'appareil-là. Fait que c'est un marché qui est C'était là-dedans qui voulait se lancer au début. Exactement. Puis nous, avec une analyse de marché, on se rendait compte qu'il n'y avait pas de potentiel d'entreprise rentable, là. Surtout si on comparait le risque d'un hélicoptère. Là, et c'est un peu ça qui a fait que dans les années 2004, avec qu'on a réévalué la possibilité de soit remettre de l'argent dans le projet ou de le mettre de côté. On a décidé à cette époque-là de mettre le projet de côté. De côté. Et pour gagner notre vie, là, on a parti notre compagnie de génie conseil. Il faut que tu mettes du pain sur la table. Là, oui, exactement. Puis on avait récupéré aussi là, des employés d'entreprise pour notre compagnie de génie conseil, dont notre ingénieur en chef de l'époque. Là, puis on avait parti La Flamme Ingénierie. Okay. Puis pendant une vingtaine d'années, on a fait des contrats d'ingénierie en sous-traitance pour les entreprises essentiellement au Québec. Là. Puis on s'est spécialisé dans certains types d'équipements. Là. Puis c'était-tu ciblé encore là dans l'aéronautique ou c'était juste at large
donner des conseils, travailler comme consultant en génie? Au départ, parce que nous, une spécialité qu'on avait et qu'on a toujours, c'est ce qu'on appelle l'analyse par éléments finis. C'est du design de pièces mécaniques avec assisté par ordinateur. Donc, on est capable de disséquer une pièce mécanique en 1 million d'éléments, appliquer des forces, puis on voit les contraintes à l'intérieur de la pièce, qui nous permet, avec ces logiciels-là, d'optimiser les designs de nos clients pour réduire le coût ou réduire le poids, dépendamment de l'objectif, là, ou d'assurer que la rigidité soit adéquate là, pour un paquet de raisons mécaniques. Fait que nous, on avait cette spécialité-là au niveau logiciel. Là, et puis, on avait aussi une sur-spécialité dans ce domaine-là qui était de faire l'analyse de pièces en matériaux composites avec des logiciels d'analyse par éléments finis que très peu d'entreprises ont comme spécialité, parce que là, je ne vais pas rentrer dans des détails trop techniques. Mais un matériau composite, ça a des propriétés différentes dans toutes les directions. C'est pas comme un bloc d'acier qui a à peu près les mêmes propriétés dans toutes les directions du composite, comme de la fibre de carbone. Dépendamment du tissé, tu vas avoir des propriétés dans les axes des fibres, puis dans l'autre axe qui vont être différentes. Fait que là, je pense que je rentre un peu trop dans le technique, là, mais c'était vraiment une spécialité qu'on avait. Et pour revenir à ta question initiale, je pense qu'on avait opté au départ comme entrepreneur de se spécialiser en analyse par éléments finis de pièces en matériaux composites. Et puis, on s'est aperçu avec le temps que c'était beaucoup trop niché pour le Québec. On aurait pu le faire en ayant une entreprise plus internationale pour aller chercher des clients à l'international. À l'époque, on se lançait en affaires. C'est pas évident de se lancer. Puis aussi en région, aller toucher autant l'international, ça doit être pas aussi évident non plus. Fait que... Oui, puis si on revient en 2004, on n'avait pas tous les outils technologiques pour faire des rencontres à distance et tout ça. Fait qu'il fallait se déplacer beaucoup. Donc, c'était pas évident de partir en entreprise et de viser aussi gros, là. Oui, exactement. Ouais. Parce que les entreprises qui font de la conception de pièces en composite sont assez limitées. Là, où est-ce que les entreprises qui investissent beaucoup là-dedans, dans le sens qu'il y a des entreprises qui font des équipements sportifs, des entreprises qui font de l'aéronautique, un petit peu l'automobile, mais il y a beaucoup de matériaux composites qui n'utilisent pas beaucoup de conception, des bains et douches, des hoods de truck. Ça ne demande pas beaucoup d'analyse là, parce que c'est pas tant structurel, c'est plus esthétique. C'est ça. Donc on était vraiment très niché, fait qu'on on l'a quand même gardé. Là, on continue avec les années d'avoir quand même quelques contrats dans ça, mais il a fallu se développer d'autres marchés. Puis un qui était très porteur, c'était la certification d'équipements d'usine, spécifiquement des équipements de levage qui se trouvent les équipements dans les usines qui lèvent des charges. Souvent, ça doit être conçu spécifiquement pour certaines charges. Là. Le monde connaît peut-être les ponts roulants qu'on peut retrouver. Les winches puis tout ça. Exactement. Ça, habituellement, c'est produit plus de façon en masse, un peu plus en série. Nous, on se spécialisait dans les équipements plus spécifiques, soit les appareils qui se fixaient sur les ponts roulants, ou sinon des ponts roulants très spécifiques. Donc, on avait des clients comme Bombardier Transport à la Pocatière, Bridgestone, à Joliette. On avait aussi... on se spécialisait beaucoup dans les plus grandes entreprises du Québec pour leur donner un service où est-ce qu'eux avaient de la misère à avoir cette ingénierie de pointe-là. C'est ça, ils conçoivent des nouvelles pièces puis tout ça. Fait que ça veut pas dire que en regardant un catalogue, la pièce, le produit est adapté à leurs nouveaux besoins, mettons. Là. Oui, effectivement. Puis souvent, ces produits-là, comme des équipements de lavage d'usine, ça doit être certifié par des ingénieurs. Donc, les entreprises, souvent, n'ont pas cette spécialité-là, ne veulent pas prendre le risque à l'interne de certifier leurs équipements aussi. Donc, font beaucoup affaire avec des entreprises externes pour venir certifier leur équipement. Donc, nous, on aidait à la conception des équipements, on certifiait l'équipement, on signait les plans de vie et l'équipement était sécuritaire puis utilisé par nos clients. Ça a été ce qu'on a fait là, pendant plusieurs années, oui. OK. Puis, partir une entreprise... avec ton frère, comment ça s'est passé au début? Parce que la relation familiale, des fois, je sais que tu l'as vécu, veux pas, à travailler avec ton père, puis tout ça, mais starter une entreprise peut réduire avec un membre de la famille. Comment ça s'est passé, toi, de ton côté? Ça vient de, je pense que avec l'important dans une entreprise, c'est de garder la même vision. Puis au départ, quand on est parti en entreprise, la vision, c'était de
de vivre un peu de ça, là. Fait que d'aller chercher des clients, de livrer des mandats et tout ça. Fait que ça... Tant que la vision est bonne et qu'elle est partagée par tout le monde, là, ça va très bien. Là. Ça a été très bien. Là. Mais pour être rendu aujourd'hui où ce que vous êtes aujourd'hui, ben c'est sûr ça. Ben, il y a des hauts des bas, mais je veux dire, pour en être aujourd'hui, ça s'est super bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Puis je ne cacherai pas qu'il y a des défis aussi. Là. C'est comme dans tout partenaire. Je connais pas beaucoup d'entreprises, que ce soit familiales ou non, avec plusieurs partenaires, qu'il n'y a pas des conflits et des confrontations. C'est normal. Là. Encore là, je pense que tant qu'on garde une vision similaire, c'est là qu'il n'y a pas de problème et que tout le monde vise le même objectif. Là. Exact. Ben, je suis content d'entendre parce que il y a plusieurs entreprises que je discute puis tout ça, puis chacun a sa relation aussi d'associé. Moi, je veux pas d'associé, je veux être tout seul. Toi, tu as décidé d'y aller avec ton frère, peut-être ton père aussi, avec la Flamme qui s'est investi, puis tout ça. On en parlera plus tard, mais je suis content d'avoir ton aperçu de cette vision-là de partenariat avec ton frère. Écoute, parle-moi un peu Henrik, c'est quoi votre produit? Là, on a parlé de ton passé. Là, parlons un peu le produit quand que La Flamme Aéro a débuté. Parce que là, il y a eu La Flamme Ingénierie. Oui. Quand est-ce qu'il y a eu la ligne? Ben, on a réévalué en 2012. 2012? On voulait se relancer au niveau manufacturier. Là, parce qu'on a fait... à cette époque-là, ça faisait déjà 8 ans qu'on faisait du service. Mais on avait comme une intention de retourner un peu au manufacturier pour plusieurs raisons. Là, mais d'abord, l'entreprise de service qu'on avait fondée, c'était pas nécessairement la finalité qu'on visait. Là, c'était plus un plan pour... à court terme, peut-être? Moi, à court, moyen terme, là. Puis on était juste pas convaincus qu'on voulait rester dans ce modèle-là tout le temps, parce que c'est quand même limité beaucoup avec l'expertise qu'on est capable d'aller chercher pour croître dans l'entreprise. Notre réseau client aussi, à un certain niveau, faut que tu passes à une autre étape de démarchage pour aller chercher plus de clients. Fait qu'on était un peu à la croisée des chemins, savoir quoi faire avec notre entreprise de génie conseil. Et avec une volonté de retourner dans la manufacturier, on avait évalué différents produits qu'on pourrait mettre sur le marché. On avait identifié toutes sortes de possibilités de cartes de golf ou de trailers spécialisés et tout ça pour en venir à... Fait qu'on a jonglé avec ça pendant une bonne année, si c'est pas 2. Pour prendre la décision de se lancer dans les appareils sans pilote. Puis ce qui était la logique en arrière de ça, c'est qu'on était capable de reprendre toutes les technologies qu'on avait développées avec l'entreprise de notre père des années 80 à 2004. Puis de la moderniser sûrement? Ben, de la moderniser puis de réutiliser beaucoup. Parce que l'hélicoptère, là, c'est une bébite un peu spéciale qui a été développée dans les années... 40 à 70, la très grande majorité des hélicoptères actuels, même, sont développés dans les années... tu vois, je pensais que c'était plus vieux que ça, des hélicoptères. Non, ben c'est arrivé un peu après l'avion, étant donné que c'est plus complexe. Mais le gros du développement s'est fait dans ces années-là, jusqu'aux années 80. Et depuis les années 80, on voit beaucoup juste de l'optimisation des designs qui ont été faits. Donc, c'est quand même une technologie qui est bien documentée. Que les brevets beaucoup sont expirés, donc on peut réutiliser ces brevets-là. Aussi, tout ce qui est la théorie en arrière de ça, aérodynamique et mécanique, ben, c'est bien connu. Il y a beaucoup de livres sur ça. Donc, puis on avait eu beaucoup de formations avec, entre autres, un aérodynamicien de renom qui était venu de la Californie nous donner deux semaines de cours là, à Coleraine sur les appareils en tandem. Parce que une des particularités, peut-être qu'on en parlera un petit peu après, c'est qu'on a des appareils à rotor en tandem, donc 2 gros rotors superposés. Versus la configuration plus traditionnelle que le monde voit plus couramment, qui est un gros rotor avec un petit rotor à l'arrière qu'on appelle le rotor de queue qui maintient l'hélicoptère en position. Là. OK, ouais. Donc, on a une configuration qui est
qui était très populaire là, dans les années 60, 50-60, mais qui, pour toutes sortes de raisons que je pourrais expliquer en détail, je pense qu'on n'aurait peut-être pas assez de notre podcast. Non, mais tu sais, rapidement, mettons, je t'interromps juste. Quand tu dis deux rotors, tu sais, c'est les fameuses hélices. Des hélicoptères de l'armée n'avaient des hélicopteurs avec 2 hélices comme ça, si je me trompe pas. Oui, bien il y en a toujours. Le Canada en possède. C'est les Boeing Chinook, pour ceux qui connaissent un peu les noms. Le Boeing Chinook est probablement l'appareil qui va faire la première appareil qui va être en opération pendant 100 ans. Cet appareil-là... dans les années à peu près 60, là, début des années 50, qui a été mis en opération. Et puis on prétend qu'en 2050, qu'il va toujours avoir des Chinook en opération. Évidemment, ça va être des modèles qui ont évolué. Là. C'est pas le modèle produit en 1950. Mais c'est un appareil qui est très, très versatile puis qui est unique. C'est, entre autres, une des raisons pourquoi les Chinook sont encore utilisés puis vont l'être encore, c'est que c'est les seuls qui sont capables de délester des charges très importantes puis qui sont capables de continuer d'être en opération de vol à cause que, si je simplifie, en ayant 2 rotors, on peut jouer avec la puissance des 2 rotors. Donc, si on déleste une charge, puis notre centre de gravité varie, ben, on est capable d'ajuster la puissance des rotors pour que l'appareil puisse continuer d'être en vol. Versus un hélicoptère standard, où il y a un gros rotor qui fait toute la portance, ou un hélice, là, mais le terme, c'est rotor en aérospatial. Je vais avoir de la misère à utiliser le mot hélice. Alors, on va continuer. Ben, on doit mettre la charge exactement en dessous du rotor pour être capable de le délester, ce qui est une grosse limite opérationnelle. Là, si on pense à des cas d'armée où est-ce qu'on doit rapidement mettre des charges, rapidement les délester. Ça devient très, très problématique si on n'utilise pas une configuration tandem. Puis le Boeing Chinook, c'est le seul qui existe dans cette configuration-là. Okay. C'est une très, très bonne configuration. Qui malheureusement a perdu un petit peu au détriment du rotor de queue, de la configuration traditionnelle, parce que les appareils dans les années 60-70 étaient rendus trop gros pour embarquer sur les porte-avions. Donc, beaucoup de compagnies ont perdu des contrats importants avec le militaire, puis surtout la marine. Puis la marine qui est un très, très grand opérateur d'hélicoptères, qui l'est toujours. Ils ont réduit la taille des appareils et la capacité. C'est beaucoup plus facile de plier les pales dans un hélicoptère conventionnel pour être capable d'en loger beaucoup sur des porte-avions. Et toutes les grandes entreprises aérospatiales ayant redirigé leur design vers du rotor de queue, ben tous les autres petites entreprises, vu que les technologies sont développées plus là, ont copié ou fait des modèles similaires, ce qui a fait en sorte que la configuration tandem a perdu beaucoup de popularité. Mais pour nous, pour un hélicoptère sans pilote, c'est une configuration qui est extrêmement intéressante. Pour la même raison que le Chinook, où est-ce qu'on est capable de rapidement enlever des charges et demeurer opérationnel. Fait que pour faire la livraison de marchandises, entre autres, c'est quelque chose qui peut être très, très intéressant pour aller délivrer des kits de sauvetage en mer. C'est ça, explique-moi un peu le but premier de faire cet hélicoptère-là. Tu te lançais là-dedans, là, mais... Oui. Ben nous, c'est ça. Fait qu'on était reparti en disant, bon, on va faire... puis on voyait en 2012 que le marché des drones, c'est un marché d'avenir. C'est un bon marché, OK. On y croit encore beaucoup. Donc, nous, ce qu'on avait... notre réflexion, c'était de dire, bon, comme je disais, on reprend les technologies qu'on avait. Avec notre entreprise à Génie Conseil, on a l'expertise pour compléter le développement de cet appareil-là. Puis on s'est dit aussi qu'on allait viser un marché où est-ce qu'on était capable d'aller embarquer à peu près 80-90% des charges standards qu'un hélicoptère traditionnel là, habité transporte. Transporte, OK. Lors des missions de sécurité, de défense ou civile. Okay. Évidemment, on ne peut pas transporter des gens, mais il n'y a quand même pas énormément de missions de transport de personnel qui requièrent des hélicoptères. Il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas la grande majorité des missions des hélicoptères. Donc, on était capable de faire une très, très grande partie des missions existantes avec un appareil qui n'a personne à l'intérieur. Et un paquet d'autres missions qu'on est capable de faire qui ne risquent pas la vie de la personne à l'intérieur. Fait qu'on peut risquer des missions pour sauver des gens, par exemple, ou est-ce que la décision serait différente s'il fallait envoyer un hélicoptère avec un pilote, un secouriste, tout ça. Fait que, as-tu des exemples de missions? Oui, ben là, nous, ça, c'est quelque chose qui a évolué un petit peu, mais quand même pas tant. Là. On avait fait une bonne étude de marché là, dans ces années-là, qu'on a réaligné un petit peu la priorité de certains marchés, mais
ils n'ont quand même pas changé beaucoup. Là. Ce qu'on vise en priorité, nous, c'est sécurité, défense et en premier lieu, où est-ce que nos concurrents y opèrent, c'est de mettre une grosse caméra de qualité sur l'appareil pour être capable d'avoir une vision d'un endroit stratégique, là, allant jusqu'à 50 km là, de l'appareil. Donc, ça, c'est un domaine, ce qu'on appelle la surveillance. Donc, ou reconnaissance, là, surveillance et reconnaissance. Donc, on peut surveiller, puis on peut reconnaître aussi. La caméra peut avoir, dépendamment de l'intelligence embarquée, on est capable de faire du traitement d'image pour être capable de déterminer quel est l'objet que la caméra voit ou non. Là. Mais tout ça, dans nos termes, on appelle ça le payload. Dans le fond, nous, on est manufacturier d'hélicoptères. On fabrique l'hélicoptère, mais tout ce qu'on embarque comme système de caméra, de traitement d'image, on essaie d'en gérer le moins possible, là, de laisser ça à nos partenaires et clients. Donc, là, dépendamment des missions, le même appareil peut servir et c'est la beauté de notre configuration, c'est qu'on est capable de rapidement de passer d'une mission à l'autre en changeant, je dis payload, j'aurais utilisé charge utile, qui est un terme francophone. En changeant la charge utile, on est capable de passer rapidement d'une mission à l'autre. Donc, c'est sûr que tout est attaché par en dessous, il n'y a rien qui est comme bien entendu pas au-dessus, puis ses côtés, c'est vraiment... Comme tu disais, entre les deux rotors, c'est comme ta charge utile qui est là. Oui, en fait, on a aussi, étant donné que notre configuration tandem requiert d'avoir un fuselage un peu plus long, je mentionnais tantôt que c'était un petit peu pour la raison que, plus que les fuselages étaient plus longs, qu'il y avait de la difficulté à rentrer dans les porte-avions. Ouais. Pour nous, l'hélicoptère est quand même petit là, c'est 3 mètres de long. Là. Mais par rapport à nos concurrents, le fuselage est quand même plus grand parce qu'on doit aller supporter nos deux rotors. Ouais. Ce qui nous donne aussi comme un avantage, là, il y a l'inconvénient d'être plus long, mais l'avantage, c'est qu'on a beaucoup plus de place à l'intérieur pour intégrer ces charges utiles-là directement à l'intérieur de l'appareil sans les fixer à l'extérieur. Nos compétiteurs, bien souvent, vont fixer toutes ces caméras-là, ces charges-là à l'extérieur, de chaque côté et tout ça. Nous, on a 4 gros compartiments qu'on est capable d'intégrer les charges directement à l'intérieur de l'appareil. Puis ensuite de ça, on peut en ajouter à l'extérieur aussi au besoin, mais on a déjà des endroits avec des rails spécifiquement faits pour supporter ces charges-là, puis les changer rapidement avec des points d'attache standards. Là. Donc, c'est ça. Fait que sécurité défense, c'est clairement notre premier projet, mais on adresse aussi, là, on va adresser tout ce qui est support au feu de forêt. C'est un domaine qui est beaucoup d'intérêt, où est-ce qu'un appareil comme le nôtre peut être très avantageux. Puis je vais donner un exemple qui est assez démonstratif. C'est que présentement, la manière qu'on fait la cartographie de la chaleur au sol, c'est fait par des hélicoptères qui n'ont pas le droit d'opérer de nuit. Donc, les équipes au sol, le matin, quand ils commencent leur journée, ils ont les informations de la veille, des dernières heures la veille. Notre appareil, on n'a aucune problématique d'opérer de nuit parce qu'on ne risque pas la vie du pilote. Puis on a des systèmes qui sont hyper efficaces pour contrôler la hauteur de l'appareil par rapport au sol. Là. OK, ouais. Même le soir? Même le soir. Fait que c'est pas du tout un problème. Donc, on est capable de voler aux petites heures du matin, faire le même relevé avec les mêmes instruments. Puis les équipes au sol ont des informations beaucoup plus récentes là, pour prendre leurs décisions puis orienter les soldats forestiers d'une meilleure façon. Fait que ça, c'est une des façons. Puis aussi, on peut penser aussi au transport de marchandises. À des endroits comme en Californie, les soldats forestiers doivent souvent aller au-dessus des montagnes pour faire le combat des incendies. Puis ils ont beaucoup de kilos d'équipements à transporter. Tous ces équipements-là pourraient être transportés par notre appareil puis aller les porter directement au sommet des montagnes où est-ce que les soldats forestiers pourraient juste les récupérer là pour diminuer leur charge de travail, augmenter leur efficacité. Puis il y a beaucoup d'autres exemples comme ça, mais ça, c'est juste 2 applications pour les feux de forêt. Et un des défis qu'on a, c'est justement de favoriser chacune de ces missions-là, parce que c'est quand même coûteux de développer chacune de ces missions-là. Fait qu'il faut, un des défis qu'on a, c'est de favoriser quelle application a le plus de potentiel à court terme et de prendre des décisions un petit peu en fonction de ça, parce que peut-être dire un autre, on avait un des marchés qu'on visait au départ, c'est l'agriculture.
Faire de l'épandage intelligent. Ben, dis-moi, là, quand t'as vu tous les drones qui ont sorti de ça, comment ça vous avez décidé de reculer sur cette secteur-là? C'est un recul. Essentiellement, c'est parce qu'on a... les décisions de l'entreprise ont été prises beaucoup pour augmenter la sécurité de notre appareil. Étant donné qu'on a presque 600 kg au décollage, le risque au sol, quand nos appareils sont dans les airs, est quand même élevé. Donc, on s'entend que si notre appareil explose, comme un accident tombe, c'est ça. Il y a 600 kg qui peut tomber sur quelqu'un. Là. Ouais. Donc, le risque est très, très élevé quand même pour le risque, du moins assez élevé. Moins qu'un gros appareil, mais quand même plus élevé qu'un petit drone de 25 kg. Ouais. On a pris des décisions technologiques pour s'assurer que notre appareil est hyper fiable. On a ajouté beaucoup de redondants dans nos systèmes pour enlever tout risque d'incident le plus possible. On essaie d'avoir l'appareil le plus fiable dans notre catégorie. On travaille beaucoup là-dessus. Ouais. Ces décisions-là, malheureusement, entraînent une augmentation du coût de l'appareil. Nécessairement, on met beaucoup plus d'équipement à l'intérieur. On met tout en double pour assurer une redondance, que si un système lâche, il y en a un autre qui prend le relais. Puis le marché de la sécurité défense est prêt à absorber ces coûts supplémentaires-là, mais l'agriculture, c'est pas un marché qui est prêt à absorber ça. Donc, il faudrait désigner un produit. Si on veut retourner dans ce marché-là, par exemple, il faudrait désigner un produit similaire, mais en prenant quand même une modification à notre architecture système pour réduire le coût au maximum et de garder une sécurité quand même adéquate. Parce que dans le cas d'arrosage aérien, on pourrait utiliser toutes sortes d'autres, on appelle des mitigations, entre autres contrôler l'espace pour pas que l'appareil sorte à l'extérieur du champ. On va à une basse altitude, fait quand même si on perd notre signal GPS, c'est moins grave, l'appareil peut se poser dans le champ. Bref, mais il y a tout un autre... c'est pour ça que je dis que notre défi, c'est de choisir les missions, parce que pour chaque mission, on doit adapter le système. C'est complexe. Puis ces décisions-là, des fois, vont avantager un secteur par rapport à l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on a mis l'agriculture un petit peu de côté. Puis, je dirais peut-être que le dernier qu'on n'a pas parlé encore, c'est le transport de marchandises, entre autres en région éloignée. C'est un domaine qui s'intéresse beaucoup. Donc, aller porter des vivres dans des villages nordiques qui n'ont pas d'autres moyens de transport, entre autres l'hiver. L'hiver, c'est plusieurs villages qui ont des bateaux, des navires qui desservent une fois par hiver. Là, donc, ou des fois, c'est l'inverse. Des fois, c'est juste des routes d'hiver, puis l'été, c'est comme pas accessible. Ils roulent sur des lacs. Effectivement, donc livraison de matériel comme des organes, évidemment, dons d'organes, tout ça, ça pourrait être fait avec des appareils comme le nôtre. On le voit à moyen terme parce que là, c'est des missions à plus longue portée qui génèrent plus de risques au sol aussi. Donc, on doit travailler avec Transport Canada, qui est notre organisme réglementaire, pour que eux acceptent toutes nos opérations de vol qu'on soumet. Donc, on y va aussi de façon un peu incrémentale au niveau du risque. Là. Donc, on part avec des missions où est-ce qu'on contrôle très bien le risque. Par exemple, si on fait de la surveillance au-dessus de l'océan, si jamais il arrive quelque chose, notre appareil tombe dans l'océan, le risque pour la population est quasi nul. Là. Ou est-ce que si on veut aller opérer au-dessus des villes éventuellement, le niveau de risque, de complexité. C'est ça. Ce qu'on doit démontrer de notre côté est extrêmement plus élevé. Ça veut dire qu'il est extrêmement plus cher à développer de notre côté. Il faut toujours faire une analyse coût-opportunité au niveau des marchés qu'on vise là, pour s'assurer qu'on va avoir les autorisations pour faire nos vols, puis qu'on ait le système adéquat pour les missions qu'on vise. Fait que ça, c'est un peu nos défis de prioriser beaucoup parce qu'on a fait de 2015 à aujourd'hui, on a fait en gros le développement de tout notre système. Là, on est très fiers d'être prêt à commercialiser aujourd'hui après 9 ans de développement en R&D. Donc là, on approche le marché de la sécurité, puis en parallèle, on regarde comment augmenter nos ventes sur d'autres marchés en s'assurant à chaque fois qu'on va être capable de rencontrer les exigences à la fois de Transport Canada puis les exigences de nos clients pour la mission qu'on va effectuer. Là. Fait que c'est super ça. Je vais juste aller voir. Oui. C'est une belle réponse, ça. T'es allé chercher direct la partie. Je vais juste m'assurer que tout va. C'est beau, parfait. On pisse
C'est pas super, Henrik? Ça va, ça va. Ça va? Moi, je parle de trucs que je connais, fait que ça va. Ouais, c'est ça, exact. C'est exact. Parfait. Fait que on repart là-dessus. Puis là, ben, tu vois, il y a plein de petits drones, genre pilotons, mais t'as des plus gros drones, justement, tu viens de mentionner l'histoire de l'épandage dans des champs pour l'agriculture. Comment que toi, tu vois ça en tant qu'ingénieur, en tant que fabricant, manufacturier d'un hélicoptère comme ça? Comment tu vois ça? Ben, je vois ça très positivement. Les drones, en fait, c'est des outils. Comme n'importe quel outil, ça peut être utilisé pour le bien de la population ou pour le mal. Donc, parce que souvent, on se fait souvent parler des drones. À la fois, ben, on le voit dans les conflits actuels, sont utilisés énormément. Là. Et puis, c'est souvent pas des drones de très haute technologie. On va utiliser beaucoup des productions de masse de technologie très, très basse. Là. Mais je crois que les drones, en général, sont là évidemment, pour rester puis pour combler des besoins de la société qui sont mal comblés aujourd'hui, puis aussi augmenter l'efficacité de plusieurs missions, réduire le coût environnemental de plein de missions. Parce que tout ce qu'on est capable de faire avec des drones aujourd'hui, dans le passé, beaucoup de ces missions-là devaient être faites avec des plus gros appareils ou n'étaient pas possible de faire. Donc, pour des équipes de tournage comme vous, ça vous donne plein de possibilités qui n'étaient pas possibles. Avant, il fallait louer un hélicoptère avec ça, exact, ben oui. Fait que ça donne, tu sais, on en voit partout maintenant dans les films, là, des images qui sont faites par drone. Il ne doit pas y avoir de film qui en a pas, là, parce que c'est vraiment intéressant ce que ça donne comme image. Nous, on s'adresse complètement à d'autres marchés parce que nos appareils sont plus gros, mais tous les grosseurs de drones ont leur force, ont leur utilité. Les plus petits sont parfaits pour un paquet d'applications. Sont bien réglementés aussi maintenant. Là. Il y a eu une époque où est-ce que c'était un peu plus le free-for-all, mais là, il y a une réglementation pour les drones en bas de 25 kg qui est en vigueur au Canada, qui, je pense, qui est bien appréciée de la majorité des utilisateurs, là. Puis il y a d'autres réglementations qui s'en viennent dans le futur pour les plus gros appareils comme les nôtres. Nous, ça va nous faciliter la tâche quand il va y avoir ces réglementations-là en place. Mais ça s'en vient. Puis une fois qu'il va y avoir ça en place, ça va donner un autre outil pour la société pour effectuer un paquet de missions le plus efficacement possible. Parce que d'envoyer souvent un humain dans les airs pour effectuer une mission, ça n'a pas tant de valeur ajoutée, c'est pas ça qu'on cherche. Quand vous envoyez vos drones pour prendre des images, ce que vous voulez, c'est l'image aérienne. Enlever un peu toute la complexité autour, exact. Fait que c'est parfait comme solution pour ça. Très efficace, relativement abordable. Donc, comme toutes les technologies, je pense que ça va évoluer, puis ça va évoluer certainement dans le bon sens pour aller combler des besoins soit existants ou, comme je mentionnais, des besoins qui ne sont pas encore comblés, là, qu'on va être capable de faire de façon beaucoup plus intelligente. Là. Puis, comment ça... Tu sais, tout ça... Tu sais, faut que tu vendes, faut que tu... Tu sais, ça prend de l'argent à développer. Comment ça fonctionne, tout ça, ces recherches et développement-là? Comment tu fais pour financer tout ça, ces belles avancées-là que vous avez faites, puis vous amenez un beau produit comme aujourd'hui, là, mais ça part d'où? Ben ça, je veux dire, t'es ingénieur, là, t'es pas... Moi, je cacherais pas que c'est ça. Je pense que comme dirigeant d'entreprise, un des défis qu'on a, c'est d'être bon dans plusieurs domaines, pas juste en ingénierie, mais en financement, au niveau légal aussi. Là, toutes les entreprises ont à jongler avec des clauses légales, des clauses commerciales. Donc, il faut apprendre à être un peu bon partout. Puis le financement, effectivement, c'est un défi énorme pour une petite entreprise comme la nôtre pour mettre sur pied des projets comme ça. Heureusement, pour ce qui est du développement là, de technologie, ici au Québec, on est quand même, je pense, favorisé, surtout en aérospatial. D'abord, comme toutes les entreprises au Canada, on a accès au crédit d'impôt sur la recherche et le développement, qui donne quand même coup de pouce. Un bon coup de pouce.
Au Québec, on a l'équivalent aussi comme crédit d'impôt pour la recherche et le développement. Fait que ces 2 crédits-là sont indispensables pour... je pense qu'il n'y a pas une entreprise comme la nôtre qui survivrait sans ce genre d'aide-là gouvernementale à la recherche et au développement. Là. Ces crédits-là, dans le fond, financent une bonne partie de nos dépenses en développement de produits ou en recherche. Dans notre cas, c'est vraiment du développement de produits. Okay. Fait que ça, mais c'est quand même pas suffisant parce qu'il faut aussi combler, ça paye une partie des dépenses, il faut combler l'autre partie. Ben oui. Donc l'autre partie, c'est la partie qui est plus complexe. Là. Nous, on a eu différentes phases de financement. On a eu un premier financement avec un ange local, je dirais, là, du Love Money, en fait, qui nous a donné un peu d'argent, pas donné, prêté, en fait, à acheter des actions d'entreprise. Il y avait un fonds local de diversification qui est toujours en opération, qui nous a donné un bon coup de main aussi pour démarrer, faire une première phase de démonstration, qui nous a permis, après ça, d'augmenter la confiance envers l'entreprise, d'aller chercher un plus gros financement qu'on avait été à l'époque avec Investissement Québec et Ange Québec. Et on a eu, encore là, on est capable de faire un autre bout de chemin. On a été chercher aussi, il y a quelques années, un autre financement, encore avec Investissement Québec et une entreprise de défense qui s'appelle General Dynamics, qui est une entreprise américaine, mais qui nous, on travaille avec la division canadienne de Mission System qui est à Ottawa. Fait que on est très chanceux de les avoir en support, autant financier que technique. Fait que c'est vraiment de passer une étape à la fois puis de démontrer à chaque étape qu'on a augmenté la valeur de notre entreprise, qu'on a augmenté le potentiel pour être capable d'aller refaire une ronde de financement au besoin. Ça permet de pousser aussi la machine de toute l'équipe. On reçoit de l'argent, on se fait aider. On n'a pas le choix d'arriver à un résultat. Là. Oui, effectivement. Ça met de la pression aussi sur les résultats. Effectivement, il faut arriver avec des résultats. Puis ça, c'est un défi qu'on a à chaque année, tant qu'on est en recherche et développement. Surtout, là, maintenant, on prend notre virage manufacturier. Cela dit, on n'a pas encore 100% complété notre développement, dans le sens qu'on a notre appareil, notre système est prêt, mais on a beaucoup étant donné que c'est un système qui est très complexe, du moment qu'on a un sous-système qui a un enjeu de sécurité, on doit arrêter nos essais, adresser cet enjeu-là, faire les corrections et reprendre où est-ce qu'on était. Donc, il y a quand même encore beaucoup du troubleshooting, que je pourrais dire, à faire dans le système. Et parallèlement à ça, il faut livrer nos ventes. Il faut s'assurer que le financement d'entreprise suit, qui est un défi à chaque année à un stade où est-ce qu'on est. Puis c'est peut-être là où est-ce qu'on arrive au Québec à un endroit qui est plus difficile, là, que plusieurs appellent la vallée de la mort, qui est à la fin de la démonstration de ton concept, à vraiment le côté manufacturier. Là, il y a quand même une période à passer. Que là, il y a très, très peu de financement pour ça. OK. Il y a comme un entre-deux, genre de... il y a comme vraiment une zone morte entre t'as développé ton concept, t'es prêt à le commercialiser, puis il y a beaucoup de dépenses reliées à la commercialisation pour préparer l'entreprise à être une entreprise manufacturière, pour aller chercher nos accréditations de qualité. Dans le cas pour l'aéronautique, il y a le S9100 qui se trouve être l'ISO 9001 ++, là. Okay. Fait qu'il faut tout aller mettre ça en place, mettre tout en place nos procédures d'usine pour chacune des sous-assemblages. Il y a énormément de choses à mettre en place pour le côté manufacturier. Énormément d'argent à faire croître l'entreprise dans cette période-là pour passer d'un stage à l'autre. Puis il y a moins de support, là. Parce que je parlais, peut-être juste pour compléter, si je reviens juste d'un pas avant, on a eu beaucoup d'aide aussi du Consortium québécois d'innovation aérospatiale, le CRIAC. Eux nous ont donné un très, très bon coup de main parce qu'on a la chance au Québec d'avoir une belle écosystème là, provincial qui regroupe l'ensemble de ce qu'on a besoin pour fabriquer un appareil, un avion, un hélicoptère. Puis on a des consortiums comme le CRIAC, puis des associations comme Aéro Montréal qui chapeautent tout ça, puis on a la chance d'être parmi ces entreprises-là, puis d'être capable de collaborer avec ces entreprises-là, puis de les utiliser aussi, dans notre cas, comme fournisseurs pour nous aider à produire nos appareils. On utilise quand même beaucoup d'entreprises du secteur québécois comme sous-traitants pour fabriquer nos appareils.
Fait que les aides qu'on a eues du CRIAC, c'est des aides financières qui bonifient les crédits d'impôt, qui fait que pour l'entreprise, ça coûte encore moins cher à développer. Par contre, il y a toujours une partie qu'il faut que l'entreprise paie d'elle-même. Ben oui. Ensuite, on a des projets canadiens qui achètent nos innovations pour les redonner à des institutions fédérales qui nous ont donné des bons coups de main dans les dernières années qu'on a utilisés. Fait que ça, c'est beaucoup aussi pour aider à la preuve de concept. Donc, on a développé le produit, puis le gouvernement fédéral a un beau programme qui achète notre produit, qui le met en utilisation dans d'autres organismes. Ça permet justement pour nous d'avoir des premières ventes. Puis ça nous permet d'avoir du feedback de clients, ce qui est super intéressant. Mais c'est vraiment intéressant au niveau où est-ce qu'on démontre le produit. Après ça, de passer du produit démontré à vraiment une entreprise manufacturière où est-ce que là, on doit augmenter les ventes. Puis c'est une zone qui est difficile pour... c'est exactement là qu'on est. Je sais que c'est difficile pour un paquet d'entreprises aussi au Québec et au Canada parce que on l'appelle la vallée de la mort. Justement, beaucoup d'entreprises vont réussir avec toutes les aides qu'on a au développement, au crédit d'impôt, à faire des démonstrations de preuves de concept. Puis là, quand on arrive là, il manque d'oxygène pour se rendre au switch du manufacturier. Ben, comme toute entreprise, il faut vivre avec les défis puis trouver des solutions. Puis comment il s'appelle, ça, ce beau drone-là? On l'appelle le LX300. OK. Puis ça a-tu tout le temps... D'où ça que ça vient, ce nom-là? Ça a tout le temps eu ce nom-là? Oui, en fait, on avait... ça a-tu un enjeu au niveau justement de la commercialisation? Trouver un nom? Avez-vous gardé le nom d'origine? Oui, en fait, le nom, on l'avait donné le nom au départ, L étant pour la flamme, le X c'était un peu pour la représentation des rotors, puis pour la consonance qu'on aimait, le LX avec un chiffre. Puis le 300 qui était au départ, on avait conçu l'appareil pour soulever 300 kg. OK. Pour mettre un peu un chiffre. Ouais, puis c'est un peu... en fait, nos concurrents utilisaient un petit peu le même système, là, où est-ce qu'on avait nos concurrents qui ont le S100 qui était conçu pour 100 kg. On l'avait conçu pour 300 kg de masse au décollage. Bon, avec les décisions techniques qu'on a prises, on est rendu à presque 600 kg aujourd'hui. Wow! Puis là, pour pas mélanger, là, puis on a vu que c'est le seul produit qu'on on a gardé le même nom. Mais au départ, on visait un appareil qui soulevait 300 kg au décollage. Puis pour toutes sortes de raisons, de choix qu'on a fait, on est allé vers les appareils un petit peu plus gros qu'on pensait au départ. Fait qu'on on est parti de notre preuve de concept, puis on l'a grossi puis amélioré pour se rendre à près de 600 kilos. Okay. On a gardé le même nombre. Puis, au début, vous avez fait beaucoup de 3D pour présenter votre projet, sûrement du 3D pour des photos, des vidéos. On a travaillé ensemble au début, puis tout ça. Puis, qu'est-ce que ça l'amène, ça, ce type de visuel-là pour vos recherches, pour vos présentations? Aujourd'hui, c'est la commercialisation, mais... Oui, c'est toujours important de... C'est une bonne stratégie? Ben oui, surtout dans notre cas, c'est d'aller mettre du concret un peu quand tu arrives avec un projet de départ que tu présentes à des organismes comme le CRIAC pour avoir pour aller chercher un financement puis pour faire approuver par tes partenaires. Il faut que tu arrives avec une présentation de tes partenaires investisseurs aussi, là. Faut produire faut faire rêver un peu, là. Fait qu'il faut produire, faut pas juste avoir le concept dans notre tête, faut aller mettre des images là-dessus et tout ça. Fait que on l'a toujours utilisé. Au départ, je les faisais moi-même avec notre logiciel de conception mécanique, où est-ce qu'on disait un rendu photographique pour donner une bonne idée de ce à quoi ça allait ressembler. Puis là, plus on avance, on essaye d'être un petit peu plus proactif avec ce qu'on sort comme image par rapport à la réalité. À la réalité pour être capable de justement de faire rêver un peu puis et tout ça. Fait que c'est important, je pense, niveau marketing, de montrer tous les scénarios. Les scénarios, où est-ce qu'on s'enligne. À l'époque, on avait sorti nos premières brochures, on les avait sorties avec des appareils en 4 couleurs différentes pour démontrer les quatre marchés qu'on visait. Ça a quand même été, somme toute, efficace pour donner justement un feedback puis nous aider à choisir quel marché prioriser. Fait que ça l'aide beaucoup parce que des fois, nous, on est dedans à 100%, là, on connaît très bien notre produit et tout ça, puis ça prend
ça prend souvent des images pour faire comprendre aux gens que, ah oui, ben c'est comme ça que je peux l'utiliser, l'appareil, là. Ça va permettre aux gens de conceptualiser, là. Donc, c'est important, là, ce genre de production-là. Puis ça a commencé en 2012, cette entreprise-là. C'est ça? Techniquement parlant, ça a commencé en 2006, la création de l'entreprise La Flamme Aéro, mais en fait, on est vraiment en opération depuis plutôt 2015 là, qu'on a pris... Puis là, mettons que j'essaie de juste... Tu dois savoir quand est-ce la première fois que vous avez volé votre hélicoptère. Oui, c'était en septembre 2018. En 2018? Oui. OK. Donc, la première preuve de concept, là, justement, de 2015 à 2018, on avait produit notre premier appareil qu'on appelait l'LX300. On était plus proche, même en 2018, on avait passé notre 300 kg, là, mais on était quand même plus près. Puis, effectivement, on a fait notre première démonstration de concept en 2018. OK. Puis ça, c'est justement le premier vol. C'était-tu encore plus à l'interne quand vous l'avez fait pour de vrai? Il y avait... Vous aviez vos investisseurs et tout ça qui était présent pour un premier vol, la preuve de concept? Ben, c'est arrivé pas mal à la fin de notre première. Comme je parlais tantôt, on avait eu du Love Money avec en aide du fonds local. Puis avec cet argent-là, on a développé cette première preuve de concept-là qu'on a fait voler en 2018 qui nous a permis d'augmenter notre crédibilité et d'aller chercher un plus gros financement. Pour augmenter la maturité du système puis d'aller plus vers la conception d'un appareil qu'on allait être capable de commercialiser. Là. C'est beaucoup plus facile de faire une preuve de concept que de produire un appareil qu'on est capable de livrer en série. Là. Donc, la portion d'argent nécessaire au développement est beaucoup réduite. Au moins, on est capable de démontrer qu'on a les capacités d'aller à l'autre étape, de lever plus d'argent pour justement passer à l'autre étape. Là, OK. J'aimerais ça qu'on jase un peu. On a parlé un peu de toutes les étapes de financement. On a parlé de justement ta part de concept, toute la partie ingénierie. Justement, il y a sûrement eu des défis, des hauts, des bas, que j'aimerais ça qu'on entende peut-être du stock que tu peux dire, du stock que tu es à l'aise de dire aussi. Mais chaque entrepreneur a ses défis. Puis dans le monde de l'ingénierie, ça a l'air très technique, puis tout ça, c'est des décimales après la virgule. Fait que, peux-tu m'en dire un peu plus? Ah, ben on en a plein. Je pense effectivement, s'il y a des points communs avec tous les entrepreneurs, c'est qu'on a des défis dans plein de sphères qui nous arrivent dans notre entreprise. On a parlé du financement. Ça en est un qui, je pense, tous les entrepreneurs, une très grande partie des entrepreneurs vivent, là, que c'est difficile d'avoir du financement de départ, puis le financement qui est à la hauteur des aspirations qu'on a comme entrepreneur. Là. Ça, on en a parlé. Nous, au niveau technique, évidemment, dans notre cas, de concevoir un hélicoptère sans pilote, concevoir un hélicoptère, c'est très ambitieux. De concevoir un hélicoptère qui se pilote automatiquement, ça l'est d'autant plus. Fait qu'on s'est mis un défi colossal au niveau technique, là, d'être capable de réaliser ça avec un financement somme toute limité. Là. Fait que ça, c'est sûr que c'est un défi de tous les jours et c'est confrontant à chaque année de prendre des décisions au niveau technique là, pour être sûr de notre produit et de la sécurité de notre produit. Puis se joint à ça un paquet de problèmes d'entrepreneurs que tout le monde vit, que ce soit des problèmes de ressources humaines, d'augmentation de capacité, de se restructurer comme entreprise. Quand tu as une entreprise à 5 personnes, aujourd'hui on est rendu 33, il ne faut pas gérer ça de la même façon. Si on continue de gérer de la même façon, à un moment donné, ça ne fonctionnera pas. Il faut aller chercher des conseils pour modifier nos façons d'opérer pour rester performant et tout ça. Fait que ça, c'est d'autres problématiques qu'on vit encore parce qu'on est en croissance. C'est de prendre les bonnes décisions pour améliorer, de régler les problèmes. Il y a des problématiques. Nous, c'est ajouté à ça beaucoup les problématiques réglementaires. J'en ai parlé un peu là, avec on doit rencontrer les critères de Transport Canada. Donc, ça enligne beaucoup de choix techniques
qui coûtent cher, qui prennent plus de temps pour être sûr que notre appareil est fiable et tout ça. Versus notre financement qui n'est pas illimité, là, qu'on n'a pas... on n'a pas du financement pour régler tous les problèmes puis d'avoir l'appareil le plus fiable de la planète au jour 1. Là, c'est long. C'est un processus qui est long puis il y a des décisions à prendre. Fait que ça, c'est des confrontations qu'on a nécessairement à l'interne là, entre les besoins de livrer, les besoins de rencontrer les meilleures certifications puis les meilleurs procédés possibles. On a de la pression aussi. Comme entrepreneur, il faut gérer avec la pression de nos partenaires. On a des très bons partenaires, mais on se doit de livrer des résultats à eux, de rencontrer leurs attentes aussi, tout en rencontrant nos objectifs d'entreprise. Faut jongler avec beaucoup de choses. Puis je pense que tous les entrepreneurs connaissent le fait que... Puis t'es un peu seul dans ça aussi, là. Même quand tu as une grosse équipe comme entrepreneur, il n'y a pas beaucoup de... Tu es là pour supporter, tu essaies de supporter du mieux que tu peux tes équipes, de former tes équipes du mieux que tu peux, mais tes problèmes d'entrepreneur, souvent sont... tu es plus seul à gérer avec. Il faut essayer d'avoir une équipe puis de s'entourer. Puis mais c'est pas évident. C'est pas évident, mais en même temps, on est très chanceux et très privilégié de pouvoir avoir des entreprises comme ça. Puis là, aujourd'hui, votre but avez-vous un défi de commercialisation nouveau en termes de volume? C'est quoi votre objectif en ce moment? Ben nous, notre objectif, c'est vraiment d'augmenter nos ventes puis d'augmenter notre capacité manufacturière. On a des très bonnes équipes, autant au niveau manufacturier qu'ingénierie, qu'administratif. Fait qu'on on a la chance d'être vraiment bien supporté partout, mais on conçoit un hélicoptère qui a plusieurs milliers de pièces. Ouais. Donc, ça demande beaucoup de rigueur. Faut aller chercher des gens de confiance. Faut mettre des processus en place. Fait que c'est beaucoup un défi de mise en place. Comme je mentionnais, étant donné qu'on a des réglementations à suivre, entre autres au niveau de l'assurance qualité, on a énormément de processus à suivre. On a mis énormément de processus en place dans les dernières années pour supporter notre transition manufacturière. Après, ça demande de la rigueur d'y suivre, que tout le monde les suive, que tout le monde les respecte. C'est une chose d'y mettre en place, c'est une autre chose d'y mettre en application puis de s'assurer qu'ils sont toujours bien respectés. D'autant plus qu'une des difficultés particulières qu'on a, c'est qu'on était une entreprise en R&D, où est-ce que là, on demande beaucoup plus de flexibilité dans la manière de designer, de produire, de démontrer à manufacturier que là, c'est beaucoup plus rigoureux. Donc, on a un changement de mentalité à faire à l'interne. Ça se passe très bien. On a plein de bons mondes pour nous supporter là-dedans. Mais ça reste un défi de changer la mentalité d'une équipe. Fait que c'est le genre de défi qu'on a là. C'est quoi un peu votre target à court terme de construire ces hélicoptères-là? Ben nous, on aimerait ça être une belle entreprise d'au moins une centaine de personnes là, dans la région d'ici quelques années. Donc, on a quelques ventes qu'on a dans les dernières années. Puis c'est d'augmenter la cadence là, de notre production. Fait qu'on vise de doubler à peu près nos productions par année, là, minimalement, là, pendant les quelques prochaines années, pour peut-être après ça avoir une cadence plus régulière. Là, mais on est convaincu qu'on a des excellents marchés, puis qu'on est capable de développer plus de marchés aussi avec les éventuelles certifications, puis on est capable d'adapter notre produit à un paquet d'autres marchés. Là, on a mentionné 4 en particulier, mais avec le même appareil, on est capable d'en faire beaucoup plus que ça. Là. Fait qu'on est capable de multiplier les occasions d'affaires. Là. Donc, vous êtes à combien de fabrication d'hélicoptères? On en a fabriqué... Toi, tu dis double, vous en faites-vous 20 par année? Non, mais on en a fabriqué une douzaine là, jusqu'à maintenant. Mais on est plus cette année, on a fabriqué 6, par exemple. Là. OK, parfait. Donc, c'est sûr, ça a comme tu dis, les milliers de pièces puis tout ça, ça amène une complexité. Fait que c'est... Oui, mais on a pris une bouchée à la fois. Puis ça fait quand même plusieurs années qu'on a entamé notre virage manufacturier. Il reste encore un défi important pour nous. Mais on a mis énormément de bons procédés en place. Puis justement, on est passé d'une étape où et c'est pour ça qu'on est capable d'en produire 6 cette année. Puis c'est un premier test qu'on se fait au niveau entreprise pour voir si on est capable d'en fabriquer 6 identiques là, avec toutes nos procédures de fabrication en place.
Parce qu'avant ça, on était beaucoup plus en mode unitaire, en production de 1 à 2 appareils qu'on testait. On appliquait un paquet d'améliorations. Donc, on était plus en mode itératif là, pour améliorer le produit. Puis depuis l'an passé, là, on a gelé ce qu'on appelle la configuration de l'appareil. Donc, toutes les pièces restent inchangées. Les seuls changements qu'on fait, c'est des changements qui deviennent obligatoires si on se rend compte de quelque chose avec les expériences qu'on a avec nos appareils en vol. Comme tous les appareils, là, un appareil Airbus, ça arrive souvent qu'une flotte complète est gelée pendant une semaine parce que tous les appareils doivent être vérifiés ou une pièce doit être changée. Fait qu'on est dans le secteur de l'aérospatial, c'est très, très, très suivi. Là, puis c'est comprenable aussi. Fait que il y a ces changements mineurs-là qu'on apporte en fonction de l'expérience qu'on a avec nos appareils en vol. Mais principalement, là, on commercialise le LX300 qui sont des versions qu'on essaye le plus identiques possible là, d'une à l'autre là, pour faciliter ce virage manufacturier. Puis. Mais tu m'amènes justement à ton point, justement, que vous êtes content d'avoir ça comme objectif, vous aussi, pour cette année du moins. C'est quoi ta plus grande fierté à date dans l'entreprise en tant qu'entrepreneur? J'en ai 2, je te dirais. D'avoir bâti cette équipe-là qu'on est rendu 30. Avec 30 personnes, à la fois des gens de la région, des gens qui viennent de Montréal, des gens qui viennent de d'autres pays, qui viennent travailler pour l'entreprise. C'est vraiment une belle fierté de voir tout ce monde-là qui se mettent ensemble pour réaliser... faire un cerveau commun pour faire... pour réaliser nos rêves d'entrepreneurs. Fait que ça, c'est un. Puis 2, le produit, là, je peux pas cacher que c'est une fierté, là. On a produit ce produit-là avec juste quelques personnes. Là, puis on est très fiers de où est-ce qu'on est présentement. Je pense qu'on va avoir un produit qui va se démarquer à l'international puis d'avoir été en mesure de se rendre où est-ce qu'on est là. Au niveau, si on parle ingénierie, au niveau de l'ingénierie mécanique, électrique, aéronautique, c'est vraiment une belle fierté qu'on a avec une petite équipe d'avoir un produit aussi sophistiqué qu'on a développé en région en plus. Là, exact. Donc, c'est mes 2 plus grandes fiertés, là, notre équipe, notre produit. Mais c'est des belles fiertés, puis je pense que ça vaut la peine quand même d'être souligné. Puis là, aujourd'hui, vous avez changé votre logo. Vous avez atteint plusieurs moments marquants de l'entreprise. Pour l'avoir vécu, j'ai quand même vécu en filmant des beaux milestones qui étaient à Alma au niveau de la hauteur, de la vitesse puis tout ça. Sûrement que ça en fait partie. Certaines fiertés pour toute l'entreprise, des belles étapes. Oui, absolument. Absolument. Il y a plein de belles étapes qu'on franchit d'année en année. Puis il y en a plein d'autres, des belles à venir. Nous, on a... une des fiertés que j'ai vraiment hâte d'avoir, c'est le jour où est-ce qu'on va vraiment secourir des gens, ou vraiment être en aide directe. Là, c'est ton... C'est vraiment... C'est ton prochain objectif, mettons. Oui, puis je pense que c'est ça qui fait aussi rêver l'ensemble de nos employés, c'est de dire qu'on peut faire une différence. Là. On est là, on produit un bon produit de confiance, que nos clients vont pouvoir en avoir confiance, puis qu'on va pouvoir là, servir à des enjeux de la société. Là, pour nous, c'est quelque chose qui, je pense, qui allume toute l'équipe. Puis c'est un petit peu la fierté ultime là, de pouvoir dire à la fin qu'on aide vraiment là, à des enjeux importants. Là. Là, on est encore beaucoup avec nos premiers clients, on est encore beaucoup en démonstration de concept. Là. Dans une échelle de maturité technologique, là, pour ceux qui connaissent ça, on est plus à un niveau 8. À un niveau 9, c'est là qu'on est vraiment en opération en train justement de faire des vraies missions. Fait que là, on est en train vraiment de démontrer le concept avec nos clients, mais il y a une grosse fierté qui s'en vient d'être vraiment en opération, puis ça, on a bien hâte. Je pense que ça motive tout le monde. Là. OK. Ben, c'est cool, ça, toutes ces affaires-là. Dis-moi, comment tu fais pour... en tant qu'ingénieur, ton cerveau doit tout le temps rouler. Là. Comment tu fais pour faire ta petite conciliation travail-famille? Ça fait des années que tu es dans le même processus. Comment tu... j'ai pas de recette gagnante là-dessus, puis ma femme serait fâchée que je dise que ça va bien à ce niveau-là. Avec raison, là, c'est pas évident. C'est pas évident d'être entrepreneur, d'avoir une entreprise qui croit.
de prendre bien soin de sa famille aussi en même temps, prendre bien soin de soi en même temps, c'est pas... c'est des choses qui sont difficiles à concilier. Là. On avait récemment dans les nouvelles des politiciens, on a la misère à concilier travail-famille, mais c'est difficile pour les entrepreneurs aussi. Là, on a une société qui exige beaucoup de tout le monde. Quand tu travailles, ta conjointe travaille... c'est important d'être là pour tes enfants aussi. J'essaie de l'être, mais c'est pas toujours évident. J'ai pas encore la recette, là, malheureusement, là, même si j'essaie d'être présent pour mes enfants. Qui est en fait ma plus grande fierté, c'est mes enfants. On parlait des fiertés d'entreprise, mais ma plus grande fierté personnelle, évidemment, c'est mes 3 beaux enfants. On essaie d'être là, on est là, mais c'est l'énergie. Moi, personnellement, c'est l'énergie qui est difficile d'avoir l'énergie la fin de semaine, d'être là avec mes enfants. D'être présent, c'est une chose, mais d'être là à 100%, comme tu dis, il y a des trucs qui trottent dans ta tête. Ça, il y en a tout le temps. On se donne des trucs avec les années. On se donne des trucs... mais j'ai pas encore la recette gagnante. Puis s'il y en a qui l'ont, si tu connais des gens de Jason qui ont, envoie-moi leur information. Là. Parce que ça, c'est un gros défi là, pour un entrepreneur avec une petite famille de concilier le tout en gardant un bon niveau d'énergie partout. Pas évident. Ben, puis avec tout ça, toute l'évolution qu'il y a eu, tu veux pas, t'as pas le choix d'évoluer en tant qu'entrepreneur. Puis je pense que tu as bien su le faire parce qu'aujourd'hui, ben, t'es en santé, t'as toute ton énergie, puis vous êtes rendu à commercialiser votre beau produit que ça fait des années que tu dois voir sur papier ou tu vois des factures, du financement qui pop, mais tu vois pas le résultat nécessairement toujours. Là, aujourd'hui, vous êtes rendu à une autre étape importante de l'entreprise. Puis, exactement. On a des belles années en avant de nous. Là, puis ça va être vraiment très, très intéressant. Là. Il va rester plein de défis. Il y en a encore plein. Mais comme entrepreneur, il faut rester positif en se disant qu'on va passer au travers et qu'on va trouver des solutions. Puis ce qu'on fait depuis des années puis qu'on va continuer de le faire. Là. Ben, écoute, je pense à mes fois, j'avais plein de questions, puis finalement, je n'ai pas tant dit parce que t'as répondu à beaucoup de choses. Mais merci d'être venu, puis j'espère pouvoir filmer le LX300 encore une fois en vol pour votre marketing. Ça me ferait grand plaisir. Puis un gros merci d'avoir participé à mon podcast, Henrik. Ben, un gros merci à toi, Jason. Comme on se parlait hors d'onde au départ, être entrepreneur aussi, c'est souvent d'avoir à sortir de sa zone de confort dans plein de domaines. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que je faisais. Puis j'invite tout le monde qui nous écoute à le faire. Là. Je pense que c'est un secret pour... pas très bien gardé, là, mais tout le monde sait que si on sort de notre zone de confort, c'est là qu'on s'améliore et tout ça. Puis moi, venir ici, là, puis être tribune en un fait, peu, être dans un podcast, c'est pas quelque chose qui me stimulait énormément parce que ça me stressait beaucoup. Fait que je l'ai fait. Je te remercie de m'avoir sorti de ma zone de confort, Jason. Puis j'espère que le podcast va être intéressant pour les gens. Ben, merci beaucoup, puis on se revoit très bientôt. Parfait. Merci, Jason. Salut.